Super. Bon, ben, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous pouvez me répondre en même temps parce que vous êtes là. Ben, merci à la librairie de nous recevoir ce soir. Vraiment, on est super contente. Moi, j'ai dit quand je suis arrivée que c'était un peu magique parce que c'était tellement moche dehors et tout ça. Puis ici, il y avait plein de lumière, il y avait des enfants même, il y avait toutes sortes il y avait de la vie, c'était chouette. Puis là, ben, il n'y a pas que des enfants, il n'y a plus d'enfants, mais c'est chouette aussi, hein, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas. Donc, c'est le dernier chapitre de notre grande tournée, peut-être pas mondiale, mais québécoise à tout le moins, de à quoi ça sert la littérature. Fait que c'est la dernière. Merci à tous ceux qui nous ont reçus jusque-là quand même. Et puis, j'espère que ce soir, vous allez trouver les réponses parce que c'est le dernier jour. Hein, c'est vraiment la dernière fois pour une réponse à ça. Puis ce soir, c'est quand même à quoi ça sert la littérature? À exister? Point d'interrogation. Puis c'est à ça qu'il faut répondre ce soir. Donc, bon, même si on n'attend pas des réponses très précises, le plaisir de ça, ça a été quand même de faire parler les uns et les autres, puis de vous entendre. Puis je vous remercie de venir, vous, les autres aussi, les auteurs, d'être venus parler, parce que c'est pas toujours si évident d'aller parler comme ça, mais enfin bon, je sais pas, peut-être sauf pour Julien, parce que Julien, lui, il avait envie de venir en parler à ça. Je le savais, c'est pour ça que je le disais un peu pour toi, mais enfin. Ok, je t'agaçais un petit peu. C'est bon. En tout cas, merci à vous tous de venir. Merci Pierre Sanson d'être là. Merci Jennifer Bélanger. Merci Julien Guibellan. Et merci, pas Marcy, mais merci Marie-Pierre Lafontaine, parce que c'est avec toi que je voudrais commencer. Tu as écrit en 2019, tu as publié en 2019 Chienne, une autofiction qui racontait l'emprise d'un père, on va commencer à, tu sais, qui racontait l'emprise d'un père complètement pervers sur sa famille. Et puis, je vais commencer par lire pas le plus hard des fragments de Chienne du tout, mais un du début, quand même, tout doux. Mais en fait, je dissimulais mes désirs dans des... Je lis à ta place, parce que si je vous plais pas, je vais lire comme ça 2 ou 3 phrases de vos livres. Je dissimulais mes désirs dans des textes de fiction enfant. 2 sœurs en fugue pourchassées par un monstre à 2 têtes. Elles s'enfuyaient dans de sombres forêts, s'armaient de branches, de bâtons. Aujourd'hui, je ne cache plus mes désirs. Je voudrais que ce texte décime ma famille entière. Ça commence à peu près comme ça, c'est le 2e fragment, je crois. C'est parce que c'est pour le exister là, que je veux parler de ça. Mais je te donne la parole dans 2 secondes. Mais ce côté performatif, je ne sais pas si ça fonctionne tout à fait, mais je sais que ça fonctionne, en tout cas quand on le lit comme lecteur. Pour moi, ça fonctionne. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, Marie-Pierre met la dernière main à un essai, Armer la rage, qui va paraître en mars prochain chez nous. On a la chance que ça soit chez nous. Et puis, je le lis et je relis ce texte-là. Puis, il y a quelque chose d'assez magique parce qu'elle raconte une anecdote à un moment qu'elle est dans un colloque interuniversitaire, puis qu'il y a un prof, on en a tous connu des profs comme ça, qui commence à lui dire que la littérature, ça ne sert pas à dénoncer, que la littérature, ça ne sert tout simplement pas à ça. Puis bon, il lui explique la vie, quoi, puis je ne sais pas si elle a compris, mais en tout cas, elle écrit, elle a cette phrase que je trouve vraiment formidable. C'était un colloque international, visiblement. Je tournerai dans les draps de l'hôtel une bonne partie de la nuit suivante à sincèrement me demander à quoi d'autre pourrait bien servir la littérature. Bon, tu comprends pourquoi Donc, je te donne la parole pour ça. À quoi ça sert, donc, la littérature, si c'est pas à dénoncer, ou est-ce que c'est à dénoncer que ça sert? Moi, je pense que ça sert à dénoncer. C'est vraiment c'est l'impulsion derrière l'écriture. C'était l'impulsion derrière l'écriture de Chienne. C'était l'impulsion aussi même derrière l'écriture de cet essai-là. Puis la dénonciation, pour moi, c'est de mettre au centre du débat social ce qui se situe en ses marges. Donc, c'est déjà ce premier geste-là, de donner à lire ce qui se passe derrière les portes closes des familles. Puis,
cette idée aussi de performance de la littérature qui pourrait tuer la famille entière, pour moi, c'est vraiment au niveau de l'imaginaire. La dénonciation, c'est aussi de dénommer le père, donc de lui enlever ses titres et fonctions, puis de le montrer dans sa perversité. Puis, ouais, je pense qu'on peut tuer par l'imaginaire, qu'il y a cette possibilité-là du meurtre symbolique qui passe par l'imaginaire, qui nous donne vraiment un très grand pouvoir, puis qui m'a donné envie d'écrire une narratrice qui aurait tous les pouvoirs dans Chienne, puis qui aurait qui a la littérature dans cet univers-là, en tout cas, ce pouvoir-là. Puis je pense que ça a des impacts aussi sur le réel, même si ça se situe d'un point de vue imaginaire. Puis je pense que ça sert à dénoncer la littérature, vraiment. Fait qu'il t'a pas convaincu, là. Non, il m'a vraiment pas convaincu. C'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui m'avait tellement mise en colère. Puis ça aussi, c'est une impulsion qu'il y a dans l'écriture, vraiment. Pour moi, ça sert à dénoncer, mais c'est qu'il y a une colère. Tu sais, j'ai quelque chose à dire, est-ce que vous pourriez m'entendre, s'il vous plaît? Tu sais, on m'a fait taire toute ma vie. Puis cet homme-là qui est prestigieux dans un événement, moi j'arrive, je suis en train de faire ma maîtrise, je suis au tout début d'une réflexion, je sais juste que je veux travailler sur le principe répétitif de la violence, tout est un peu encore abstrait, puis qui arrive avec des certitudes sur la littérature alors que je n'ai aucune certitude sur la littérature à part celle que j'ai envie d'écrire. Puis pour moi, il y a cette impulsion-là de dénonciation, mais c'était un peu une manière de me faire taire aussi. Donc, ouais, il m'a pas convaincu, c'est ça que je peux dire. C'est bien. C'est bien, tant mieux. Pierre Sanson. Ah, oui. Oui, c'est ton nom, ça. Du Garçon de Bélem à la Maison des Pluies et jusqu'au Mammouth, hein, même. Donc, tu as publié plusieurs romans, mais en 2019, tu as publié Le Mammouth. C'est ce qui nous intéresse là. Non, les autres choses aussi, ça nous intéresse, mais pour d'autres raisons. Mais donc, dans ce roman social-là, ça t'a permis de faire vivre et revivre Nikita Zintchouk. Je peux raconter rapidement l'histoire, c'est quand même une longue histoire, mais dans le détail, pas dans le détail justement, le contraire du détail. Le fait, c'est qu'il y a ce Nikita qui est un immigrant ukrainien qui est sans travail, c'est la crise économique en 1933 à Montréal. Tout va mal pendant la crise, c'est dur et tout ça. Lui, ça ressemble beaucoup quand même un peu à maintenant pour certaines choses, mais lui, il n'a pas d'emploi, mais il est aussi évincé de son appartement. Puis là, on rassemble les choses dehors, il est foutu dehors, puis là, il y a comme une espèce d'agitation dehors à un moment, parce que c'est le moment où les gens, il va essayer de venir ramasser ses 4 nippes, ses 3 camisoles ou je sais pas quoi, tu sais, puis là, il y a un policier qui va l'abattre à ce moment-là, parce que quelqu'un dit « Shoot him, he's a communist ». Puis là, lui, le policier le tire dans le dos, ça fait une non-histoire, sauf que Pierre Sanson va en faire un grand roman. Enfin, non, mais un grand en termes de pages, là, je veux pas... Non, parce qu'il n'aime pas quand je le flagorne, tu sais, quand je suis flagorneuse, il me l'a déjà dit, c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça, Laurence. Donc, tu racontes Montréal, tu racontes le Montréal de cette époque-là, tu racontes toutes sortes de choses, il y a toute une galerie de personnages qu'on va voir, et tout ça, mais au moment où Zintchouk est atteint de cette balle mortelle, tout à coup la narration est beaucoup plus lyrique et tu vas écrire. Et si tu vois ton passé défiler devant tes yeux pour une dernière fois, dis-toi, Nikita Zintchouk, que tu assistes à un film si triste, si terne, si horriblement banal qu'il sombrera dans ce grand océan noir des existences rapidement et irrémédiablement oubliées. Donc, tu as mis le doigt dessus, là, un petit peu sur... parce que j'ai réfléchi au terme. Je me dis, exister. Puis pour moi, c'est depuis le Messie de Bélem, qui était mon premier roman, il y a quelques années de ça. Et pour moi, ma préoccupation première, c'était de justement sortir du néant ces personnes-là condamnées à l'oubli. Et moi, je viens d'une classe sociale très, 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 très humble. Donc, c'est comme ça que j'ai été élevé, moi, que de toute évidence, mon passage sur cette planète allait être silencieux et j'allais disparaître dans l'oubli, dans les oubliettes. Et depuis le début, c'est mes préoccupations. Donc, dès le Messie de Bélem et tout le long de ce que j'ai fait,
avec le mammouth, c'est particulièrement clair pour moi de vouloir sortir cet homme-là qui était un immigrant, qui parlait même pas à peine anglais, français on oublie ça, qui était chômeur, qui était honni par toute la société, qui allait disparaître, tout simplement un accident de parcours par un policier d'origine italienne qui le tire d'une balle dans le dos. Puis j'ai trouvé l'occasion de sortir ce personnage-là de l'anonymat éternel, puis essayer de pérenniser son nom, quelque part. Mais en fin de compte, c'est un projet littéraire, c'est pas un projet biographique. Hein. Mais voilà. Donc ça sert à faire exister. À faire exister ce personnage condamné à ne pas exister, à ne pas laisser de traces. Pour moi, c'est bien sûr en écho avec l'éducation que j'ai eue. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas supposé avoir écrit, d'avoir mis mon nom sur des livres. Donc, une sympathie, une empathie. Une complicité. Une complicité, oui. Camaraderie. Donc. Merci. Merci. Julien, je voulais parler un peu de ton premier roman. Là, tu en as un autre en préparation, qui est en préparation, enfin, il est très avancé. Il va sortir aussi juste avant celui de Marie-Pierre, mais je ne te parlerai pas beaucoup de celui-là parce que c'est secret un peu. Mais je veux parler de Vos voix ne nous atteindront plus pour arriver à la littérature, puis à sa grande nécessité, ou pas. Ton premier roman, c'est un premier roman assez cryptique. Oui. Est-ce que tu dis oui à ça? Oui. Au centre du livre, il y avait une narratrice. Il y a une narratrice qui parle d'elle-même à la troisième personne. Son propre pronom lui a été dérobé par une espèce de justicière d'Internet. Elle est célèbre, cette justicière, dans le deep web. Déjà, il faut s'accrocher un peu pour suivre tout ça, parce que tout le long, la narratrice va l'appeler la voleuse de notre nom. Enfin, j'ai l'air de dire que c'est très compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est crypté. C'est crypté, puis il y a tellement de rythme. Enfin, pour moi, dans le livre, il y a tellement de rythme qu'on se laisse... on avance dans ce livre-là comme ça, en tout cas. Tout au long du roman, il y a des individus inquiétants qui vont la pourchasser, qui vont avoir l'impression de, eux, traquer la vraie hackeuse. Puis ça me venait la sous-question à exister. Je trouve qu'avec ton livre, elle prend une teinte particulière. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, ce qui est très curieux, c'est il y a des gens qui la pourchassent, mais ces gens qui vont la pourchasser savent pas si elle existe vraiment, si c'est elle, si c'est pas elle, puis qu'est-ce que c'est ce personnage-là, puis là ils vont penser, parce que c'est des complotistes fous furieux, d'abord, on peut le dire, comme ça avec beaucoup d'affection, mais on peut on peut le dire, mais moi non plus je ne sais pas exactement, mais c'est bon, on a tout compris. Non mais, ce que je veux dire, c'est que dans ton livre, c'est pas tranché si les cyborgs, les humanoïdes existent ou pas. C'est pas si clair. Tu sais. La narratrice, c'est pas si clair tout ça, parce que c'est comme si le web, c'était un milieu où il y avait des choses, des entités qui existaient, puis on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais pourquoi je dis ça? C'est que le lecteur, il a l'impression que si les cyborgs arrivaient dans ce roman-là, où il sera accueilli parce qu'il y a quelque chose de bienveillant dans ton livre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'accueillant et de bienveillant dans ton livre. Alors pour moi, c'est assez étonnant que ça soit ça, parce que en fait, les fous furieux je ne devrais pas dire ça comme ça, mais ceux qui la pourchassent, cette narratrice-là, sont beaucoup moins fins que Julien ou que nous, lecteurs. Eux, ils ont des très gros sabots, puis ils veulent tellement vérifier ils veulent tellement attraper le truc qui va prouver que c'est un humanoïde, qu'ils vont la tuer, quoi, à la fin. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais ils vont la découper quasiment. Alors, je vais lire les dernières lignes. Dans les dernières lignes, c'est... Comme ça ne vient pas juste de paraître, je me suis dit que tout le monde l'avait lu, je pouvais donner le punch. Ce qu'il voit entre la chair, les os puis les organes, là où on est censé
là où est censé se trouver le disque dur, le data ou whatever, c'est pas pantoute ce qu'il pensait trouver. Ce qu'il voit, c'est rien. Notre sang s'écoule rapidement. De son anglais cassé, l'interprète crie « Quick, sue her back, sue her back ». Il est déjà trop tard. Non, mais on s'était attaché à cette narratrice-là qui, tout à coup, parce qu'ils veulent vérifier qui elle est, parce qu'ils veulent attraper, ils sont sûrs que c'est un modèle, je sais pas quoi. Et alors, ce que je te dis, c'est est-ce que là-dedans, il y a à exister, c'est pas d'une façon particulière que tu en parles dans ton livre? Est-ce que c'est pas une façon particulière d'exister? Cette Jean de Laine, est-ce que c'est pas le seul endroit dans la littérature où cette Jean de Laine, parce que c'est ça son nom, peut exister? Ce personnage-là, est-ce qu'il n'y a plus d'identité, plus d'espace, puis qu'il y a la mort aux trousses, puis qu'il va la trouver? C'est drôle de revenir dans ce roman-là, tu sais, parce que là, je suis comme ailleurs, mais c'est une bonne c'est un truc que j'ai écrit, en fait, tu sais, c'est un livre qui est, comme tu dis, qui est critique, puis il y a beaucoup, là, en fait, de... Tu sais, je pense que si je l'ai écrit à l'université, qui est un milieu où, justement, tu es dirigé par des profs qui ont des... Tu sais, en tout cas, depuis que j'ai passé là, il y a eu des choses qu'on comprend de tout comment cet environnement-là fonctionnait, puis pourquoi c'était aussi toxique, probablement. Puis, en fait, c'était comme... Il y a beaucoup de choses dans mon écriture que je me laissais pas faire aussi, que j'assumais pas. Puis ce roman-là, en fait, tu sais, puis aussi j'étais moins... j'ai fait beaucoup de travail récemment en thérapie, tout ça, sur ma santé mentale et tout. Puis c'est un roman, en fait, où j'ai écrit vraiment... quand j'étais en grosse... Tu sais, j'avais aucun recul sur mon anxiété, j'avais aucun recul sur mes problèmes de personnalité, j'avais aucun recul sur ma consommation. C'est un roman, en fait, qui au début, je le voyais comme une erreur, en fait, que j'avais... que c'était critique, tu sais, j'étais comme, j'ai pas réussi à faire de quoi d'accessible, tu sais. Puis à un moment, j'étais avec mon cousin un soir, puis il parle à un de nos amis, puis il dit, tu devrais lire, ben c'est pas mon ami à moi, c'est son ami à lui, mais whatever. Ouais, je sais pas c'est qui, en fait. Puis il dit, tu devrais lire le roman de Julien parce que c'est un roman qui démontre vraiment bien c'est quoi vivre un trouble de la personnalité en temps réel. Tu sais, puis, il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée-là de comme, tu sais, c'est comme un peu une... tu peux te mettre dans la... Puis c'était un peu ce que je voulais aussi, c'était comme de faire... tu sais, c'est comment j'arrivais... Tu sais, il y a quelque chose qui était insuffisant pour moi dans la littérature, de comme... J'étais pas à l'aise plus dans la littérature que j'étais dans le monde extérieur. Puis, en fait, tu sais, je suis comme content que quelqu'un l'ait pris, ce livre-là, malgré tout, comme que quelqu'un comme toi, mettons, ait eu la sensibilité de le publier, parce que sinon, je sais pas si j'aurais été capable d'aller plus loin, puis je sais pas si j'aurais fait d'autres choses, parce que je me serais pas senti... J'aurais pas eu l'espace pour continuer d'explorer des choses, tu sais, je me serais senti pris dans ce truc. Puis là, justement, je pense que le fait, justement, comme tu dis, qu'il est publié, puis que peut-être que, justement, ça montre qu'il y avait un espace pour cet état d'esprit-là, où j'étais en ce moment-là, puis que ça peut exister, puis que ça pouvait juste exister comme ça, à ce moment-là, dans cette forme-là, peut-être, tu sais, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de ça, tu sais, dans mon prochain roman, ou livre, je sais pas si c'est un roman, mais est vraiment différent, mais il continue d'être... C'est la continuité pour moi, tu sais, c'est quand même la même chose, puis j'aurais pas pu écrire ce que je suis en train d'écrire là si j'avais pas fait ça avant. C'est un peu comme si j'apprivoisais le milieu, tu sais, parce que quand t'as peur de quelque chose, ben il faut tu te protèges, mais tu vas voir ce qui se passe. Puis là, quand tu vois que c'est pas aussi violent que ça, puis que tu peux vivre là, ben tu restes, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, dans le livre, ça finit mal, la personne se fait tuer, découper. Mais comme tu dis, tu sais, peut-être que si on sort parce que dans le livre, ben, c'est quand même ce qui se passe pour moi, c'est quand même la dynamique de ces personnages-là qui la poursuivent, c'est ce qui se passe dans le monde réel, c'est comment les gens ont tendance à interagir avec les gens, puis à vouloir faire. Fait ouais, c'est ça. Je crois que j'ai réussi à répondre un peu. Tout à fait. Tout à fait, mais on reviendra. Avec la différence avec ton nouveau livre, c'est sûr que c'est très différent, mais il y a quand même des choses.
en commun, quoi. Il y a quelque chose, il y a des choses très très différentes, mais il y a quelque chose d'accueillant qui reste. Je crois que ça va éclairer. Tu sais, je crois que le deuxième éclaire aussi, celui-là. En tout cas, pour moi, je trouve. Puis en tout cas, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, Julien. Ben, on fait des thèmes et des sous-thèmes pour les discussions et tout ça, parce que je vais parler un peu du livre de Jennifer Bélanger, Menthol, qui est paru en 2020. Puis on distribue à quelques auteurs ces thèmes-là, puis on essaie de tous entrer dans les boîtes, de tous les entrer dans les boîtes. Ça marche pas nécessairement toujours, mais c'est pas ça qui est important. Non, mais on n'a pas besoin de tout fitter super bien dans la boîte, c'est pas ça qui compte du tout, mais peut-être que pour exister d'une certaine manière, le livre de Jennifer est a existé le plus évidemment vers ça, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de mélancolie. On est avec un personnage qui se cherche, qui s'évanouit dans... Oui, non, mais oui. C'est quand même un peu oui. comme ça. Hein. Oui. Puis s'évanouit, on ne sait pas trop pourquoi. Qui ne sait pas trop pourquoi elle s'évanouit comme ça de la sorte. On la retrouve comme ça, hyper connaissante dans les magasins. Et puis, dans sa vie, on la voit dans sa vie avec sa mère, enfant, où ils n'ont pas d'argent, ils sont assez misérables. La mère, elle fume, puis etc. Puis à un moment, elle est malade, puis on voit la narratrice qui est beaucoup à l'hôpital pour s'occuper de sa mère, puis qui va à un moment rompre avec tout ça, puis tu vas lui donner la parole à un moment à ta mère, enfin la narratrice va donner à sa mère la parole, puis ça va être en anglais, I've been sick as a dog all my whole shitty life. Je parle très mal anglais, non, mais j'ai essayé de le dire. Parfait, excellent. Ouais, c'est top notch. Et puis, on va la retrouver, moi je ne l'ai pas dit juste avant, on va la retrouver aussi avec les femmes qu'elle a choisi d'aimer, puis sa vie, comme ça, cette narratrice-là, dans quelque chose de très sensible, où exister, c'est quelque chose d'incertain, quelque chose de pas évident. À un moment, elle va dire, je dis à V, qui s'accompagne, je dis à V, j'ai l'impression de m'arracher du présent parce que dans mon enfance, je n'ai pas su comment exister. Toi, tu sais comment être là, en chair et en os. Puis, juste, je voudrais te faire parler. Est-ce que ça sert à exister comme ça? Est-ce que ça sert à s'accrocher? Quand elle s'évanouit, à un moment, elle va dire, juste avant de s'évanouir, tu dis quelque chose comme, quand je pressens l'évanouissement, j'ai envie de vivre, c'est plus fort que moi, cette envie-là de ne pas mourir, dans le spectacle gratuit de ma honte. Je me suis demandé, c'était pas la place de l'existence puis du verbe exister dans mon roman, puis c'était pas si clair que ça. Fait que je sais pas si je réponds si bien à la question dans mon roman. J'ai l'impression d'avoir mis en récit ou en scène des existences un peu en négatif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit ce livre-là par le manque. Donc, c'était difficile pour moi de faire exister ce qui n'existait pas déjà dans le réel. Il y avait quelque chose d'une réalité qui était glissante. Puis je sais pas si cette narratrice-là, en s'évanouissant, en ayant des douleurs, en étant tout le temps allongée, à l'horizontale, il n'y a pas quelque chose de l'existence qui lui échappe, en fait, en existant. Mais par l'écriture, c'est une autre mission, mais je sais pas si la narratrice... Elle existe tout à fait. Elle existe parce que son corps est surprésent, il y a des symptômes, des trucs comme ça, mais je sais pas si elle est pas non plus fantomatique ou elle clignote quand même comme narratrice. J'ai l'impression qu'elle justement est évanescente, fait que j'arrivais pas à répondre, en fait, j'arrivais pas à trancher, puis je pense que c'est correct que je tranche pas, mais un peu pour faire du pouce sur Pierre. Moi aussi, il y avait l'idée de faire exister une mère qui aurait pas dû se retrouver dans la littérature. Fait que il y a ce contexte-là, puis moi aussi, forcément, je sais pas comment je suis arrivée à la littérature, mais c'est pas parce que je viens d'un milieu qu'il y avait des livres à la maison, des trucs comme ça. Fait que je pense qu'il y avait la volonté de rendre cette mère-là de papier, à quelque part. Ouais, il y a ça. Et t'as réussi à la faire entrer Ouais, je sais pas si elle y reste, mais elle existe quelque part sur papier, mais... C'était un personnage qui était difficile à saisir, même si c'était par l'écriture. Je sais pas si je suis arrivée, c'est correct de pas savoir, mais c'était un travail de langage, puis c'était de combler une mémoire qui était trouée. Puis c'est ça, ouais. Puis est-ce que la littérature comme telle, ça permet, hors du livre même, d'exister un peu?
En dehors du... Mon Dieu, je sais. Ah, il faut répondre à ça, c'est Ouais, la mais là- dernière fois. là. Quand j'ai eu la question, justement, eu une goutte de sueur froide parce que j'étais comme, mon Dieu, exister, c'est comme la chose la moins évidente pour moi. Mais je me disais, je sais pas, je sais pas si la littérature sert à quelque chose. J'ai du mal. Ben là, là, je réponds à une autre question qui a été posée. Je sais pas si elle sert à comme à rien. Justement, je sais pas si. Ah, t'aurais voulu être invité Ouais, dans c'est le ça, Ariel. j'essaie de le dire subtilement. Non, mais je suis comme à l'aise de lui donner une fonction. Je sais pas si je suis parvenue à faire quelque chose avec ce livre-là. Puis c'était pas mon but en l'écrivant. Surtout Ouais. que je l'ai écrit. Non, non, je t'en prie, mais en prenant des notes là-dessus, je me suis sorti à moi-même une phrase un peu poétique. Puis pour ton livre, je me disais, est-ce que ça permet de retrouver des éclats de beauté dans le miroir fracassé du passé récent? C'est beau. Je dis quand même, je suis bonne en Ouais, poésie. ouais, c'est excellent. J'ai un truc comme ça. Ouais, je sais pas si ça peut réparer des choses. J'ai aussi un... Ben, je sais pas si c'était dans le sens de réparer ou de juste comme retrouver les éclats, mais je donnerais pas une fonction réparatrice à l'écriture. Non, 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 pas- c'est ça, c'est Non, ça. c'était les contempler. Ouais. Ben oui, je crois qu'il y avait... Dans les débris, je pense que l'écriture m'a permis de comme trouver ce qui pouvait briller ou ce qui pouvait être attaché à d'autres choses. Je pense que j'ai construit... En fait, c'est ça, c'est de l'autofiction, mais j'étais tellement dans une construction parce que j'arrivais pas à être près du réel. C'était impossible pour moi. Il y a comme pas de réel, justement. Quand je demande à V si elle peut être en chair et en os, c'est que la narratrice n'y arrive pas. Ouais. Il y a rien derrière elle. Fait que c'est comme si elle partait à zéro. Fait que ouais. Je sais pas si ça répond. Ah, c'est pas simple hein, non plus, mais... Mais c'est correct qu'on trouve pas de réponse. Non, Moi, non, je suis c'est bien correct, avec c'est ça. l'ambiguïté. Oui, mais moi Ouais. aussi, tout à fait. Moi, je vous aime C'est comme ça. ça. C'est ça. Est-ce que c'est... Puis Julien, de la même façon, c'est comme dire la vérité cachée, opaque, un peu, il y a un peu dire une vérité, essayer de la bégayer, cette vérité-là. Je pense peut-être à ton nouveau roman. Je sais pas, j'aime pas le mot vérité, mais je sais pas si je suis juste réactionnaire en disant ça. Là. Un petit peu, mais c'est pas grave. Ça. Vérité. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a pas... pour moi, la littérature, ça, c'est un outil qui, moi, me sert. Tu sais, puis ce que je fais en littérature, je pourrais pas le faire d'une autre façon parce que ma vie est escalée, puis c'est ce que j'ai réussi à en faire. Mais je pense, tu sais, je suis comme, j'ai la misère à dire que, mais c'est la littérature qui fait ça. Tu sais, je sais pas, d'autres mondes font la même chose de d'autres façons, puis des fois, c'est peut-être même plus efficace ou pertinent, tu sais. Mais pour moi, c'est sûr que oui, c'est une façon de m'exprimer qui me va, tu sais, contrairement, mettons, à parler en public comme ça, tu sais, je peux prendre mon temps, je peux... mais en même temps, ça reste que c'est jamais, je me sens pas à l'aise en littérature nécessairement plus que je suis dans la vie de tous les jours, tu sais, j'ai toujours l'impression que c'est une corde mince, que c'est difficile, qu'il faut comme... un peu lutter pour arriver à dire ce que je veux dire comme je veux dire, puis des fois ça dépasse, ça tombe tout. Fait que c'est juste que le rythme convient mieux, je pense, à le malaise que j'éprouve de m'exprimer en général, tu sais, parce que je peux prendre mon temps peut-être, que c'est ça, tu sais. Puis, mais sinon, c'est vraiment, j'arriverais pas à le dire d'un point de vue globalisant, là, je peux juste parler j'arrive juste à le dire d'un point de vue personnel. Mais c'est une question très personnelle que Ouais, je pose. ouais. Au fond, tu sais, si je vous pose ça, je fais un dernier tour sur la même question, un peu comme je pense que Marie-Pierre, c'est dire la vérité, faire éclater la vérité. Bon, peut-être qu'on déteste ça comme mot, mais je dirais Marie-Pierre, c'est en mettant le point sur la Ouais. table, quoi. C'est un gros point sur la table. Oui, c'est ça. Puis ça me fait penser cette idée d'existence à l'écriture elle-même, au-delà du projet puis de la fonction qu'on peut trouver à la littérature elle-même. L'écriture, pour moi aussi, sert une fonction existentielle dans une certaine mesure, parce que quand je suis dans un projet d'écriture, j'ai une raison de me lever le matin. Tous les matins, j'ai une raison de me lever parce que le texte, il va me mettre à m'obséder même. Je vais penser dans la douche au mot de la page 4 qui n'est pas le bon mot. Puis, tu sais, c'est comme cette obsession-là d'écriture, quand personnellement je suis dans un projet d'écriture, pour moi, il y a une dimension existentielle parce que c'est une raison que j'ai de vivre, là, carrément, vraiment, simplement. Parce que même si c'est une épreuve, l'écriture, puis c'est extrêmement difficile, ça apporte aussi tellement de plaisir et tellement de joie. Puis ça peuple le quotidien, puis fait que la question existentielle aussi, c'est comme pour moi la fonction de la littérature, c'est vraiment de dénoncer si je devais en donner une seule, puis c'est pour ça que j'écris, mais la fonction de l'écriture, c'est là que moi j'ai une dimension existentielle, c'est vraiment là que je la situe davantage dans ma propre pratique. Est-ce que Pierre aussi, il a un rapport existentiel à la... Pierre, il y a Marie-Pierre et il y a Pierre, c'est toi Pierre.
Oui, donc... Non, ce que je disais, est-ce que être dans la douche puis penser à ce que tu vas écrire, le Moi, mot je que tu vas... suis un petit peu plus froid comme personne, peut-être, ou pour moi, quand je travaille, je peux rien. Pour moi, j'ai choisi le roman parce que c'est parler de n'importe quoi sauf moi. Donc, c'est une façon d'éluder le regard d'autrui, quelque part. Et que seules les personnes qui font preuve d'une sagacité certaine ou d'une curiosité pourraient deviner qui je suis en lisant ce que j'écris. Mais pour moi, c'est un projet intellectuel. J'essaie d'en faire un projet toujours intellectuel. C'est pas parce que je suis plus intelligent que la moyenne. Je vise haut. C'est pas les autres sont bas, mais pour moi, c'est un projet intellectuel purement. Donc, en effet, j'ai le problème du mot à page 4, mais pour peut-être différentes raisons, mais peut-être les mêmes raisons aussi, parce que tu fignoles ton travail, je fignole mon travail, Ouais. mais... Je t'avais entendu parler avant de te connaître, à un moment tu disais, moi, tu parlais à des gens, et pas à moi, tu me parlais, mais je t'entendais parler, puis tu disais, moi, c'est le travail, c'est pas l'inspiration, c'est le travail, travail. Oui. Toi, tu as vraiment un imaginaire du travail, avec Ben, l'écriture. Oui, pour moi, l'imaginaire, je l'ai. Non, mais je veux dire, tu as l'impression que c'est... Je crois pas au génie, je crois pas au talent, je crois pas au... Je trouve que c'est des voies trop faciles pour dire... tu sais, j'en connais d'autres écrivains, j'en ai croisé beaucoup, ça fait quelques années, tu sais, j'étais avec l'UNEC, tout ça, donc... Puis des gens qui se fient strictement à leur talent, pour moi, c'est vraiment pas suffisant, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, d'insatisfaction, toujours, c'est pas assez bon. Puis même une fois que c'est publié, pour moi, j'ai toujours dit, publier un roman, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire, tu arrives, tu dis, je peux pas faire mieux. Donc, je suis tellement d'accord avec ça, mais bon. Évidemment, pas pour toi, pas pour vous, c'est pas ça, mais je le ressens tellement, moi, là, comme auteur, ce truc-là, c'est qu'à un moment, ben, c'est fait, c'est ça. Ça n'a pas pu faire mieux. Donc, J'ai ton drapeau blanc, puis tu arrives à ça, voilà, c'est ça. Aide-moi! Et puis c'est ce qui arrive, puis là, boum, tu as un livre qui va sortir. Mais, puis là, tu recommences, puis tu dis, tu t'exagères, puis tu dis, moi, le prochain, par exemple, Ah ouais. là, je vais être Il est toujours meilleur dans ta tête, hein, le livre. Puis à un moment donné, tu n'es jamais content. Mais pour moi, c'est du travail. C'est ça qui est excitant pour moi. Puis dire que je n'ai pas de moi, c'est faux, parce que c'est moi qui le fais. Mais j'essaie toujours de... Non, mais il peut y avoir l'inspiration aussi qui pourrait être pas juste détestable avec des gens avec un foulard et puis une mèche de côté, là. Tu sais, je veux dire, à l'UNEC, comme tu viens de dire, c'est toi qui as parlé de l'UNEC, hein, c'est pas moi. Oui. Mais il y a des gens qui sont tout à fait satisfaits d'avoir du talent. C'est une explication qui leur suffit. Moi, non. Tu sais, je peux... Et vous êtes plutôt inspiration, plutôt travail? Travail. Non. Oui, c'est du travail. C'est ça que les gens ne comprennent pas des fois. C'est parce que surtout les gens qui n'écrivent pas, qui s'imaginent que tu sais, on s'installe, c'est un flux, ça sort, c'est extraordinaire. Et non, c'est beaucoup de travail. Mais on travaille tous pour des raisons différentes, puis dans des dispositions différentes. Tu sais. Ce qui compte, c'est ce qui nourrit notre écriture. C'est drôle parce qu'au début, je connaissais pas Jennifer. Puis à un moment, je lui avais écrit un petit mot, je crois, un truc sur bosseuse. Là, ouais, mais il y a eu un quiproquo dans oui, c'est ça, il y a comme eu un quiproquo. J'ai dit, ouais, mais toi, t'es très bosseuse, quoi. Je voulais vraiment dire, ben oui, ça se voit que t'es travaillante et tout ça. Puis elle pensait... Ben, moi, j'avais pris comme boss, comme entreprise. J'étais comme, c'est... voyons. Non, on se comprend pas, là. Ouais. Bon, après, on a réussi à dénouer ça sans ça problème. n'a pas duré. C'est pas très non, compliqué. c'est ça. J'ai l'impression que même si vos livres sont très très différents, vous avez tous les quatre un rapport, peut-être que c'est les romanciers sont comme ça, mais vous avez un rapport particulièrement fort à la vérité, peut-être, ou à... Tu détestes le mot vérité. Non, je déteste pas le mot vérité. Non, mais tu détestes... Non, tu détestes le mot peut-être, mais tu aimes le concept. De toute façon, au fond de toi, c'est sûr que tu l'aimes. Je suis ici pour faire, il faut que je la fasse.
Non, mais il y a comme un truc sur la vérité, sur... Ouais, je comprends ça. Ben, tu sais, comme Il y a toutes sortes de chemins pour l'atteindre, mais... le réel, peut-être plus, ou le concret, quelque chose, ouais, je sais pas. Je m'en Mais- fous, en fait, je sais Mais pas. parce que Pierre, il a un rapport à la vérité un peu... Non, mais... Ok, je vais changer de mot, mais je le trouve pas. Il a décidé pour son livre, Le mammouth, ok. pour le mammouth, que tous les noms des commerces, des rues, des ruelles, de tout ça, ça soit vrai, tu sais. C'est 1933, puis il est allé rechercher tout ça, puis c'était très... Pourquoi c'est important à ce point, Ben, c'est un cette côté- vérité-là? ben, c'est une approche un peu ironique pour moi, justement, parce que j'écris du roman. Donc, c'est une contrainte que je me suis mise, je me suis imposée, que ce soit le plus près possible, la vérité la plus niaiseuse possible. Tel magasin à telle adresse vendait telle chose et au-dessus vivait telle personne. J'ai recréé sur un gros tableau tout le boulevard Saint-Laurent avec c'est tout là. Mais on s'entend là, c'est illusoire tout ça. C'est un roman. Donc c'était une façon un peu pour moi de moquer justement de la vérité. C'est parce que aussi près tu peux te dire que tu tiens de la vérité, tout est dans l'interprétation, dans le regard. Même une personne, un autre écrivain ou une écrivaine différente de moi, qui aurait eu les mêmes éléments, les mêmes informations, aurait fait un livre totalement différent. La vérité, c'est juste une illusion. C'est juste une façon pour nous, peut-être pour dire, ben, j'ai travaillé fort ou j'ai travaillé fort. mais c'est pas important pour moi, parce que si j'aurais fait un essai, si j'avais voulu vraiment faire quelque chose de vrai, là, je me serais essayé à l'essai. Mais ça me fait penser la question de la vérité à un journaliste qui m'avait demandé si j'avais menti dans mon roman. Puis après, au montage, j'ai enlevé cette question-là parce que ça m'avait fait un peu rire, cette idée de mentir. Puis je t'ai dit, mais est-ce que la fiction est un mensonge? Parce que la fiction, parce qu'il y a cette idée justement de vérité. Puis je l'associe beaucoup à une question de justesse, tu sais, dans l'écriture, comme cette quête-là de vérité, d'être au plus près possible du réel. Mais ça me fait vraiment penser à son revers, à la vérité qui est la question du mensonge. Puis c'est le journaliste qui m'avait demandé si j'avais menti. J'avais un peu ri en disant, mais il y a de la fiction, tu sais. C'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Mais la question de la vérité, je trouve ça intéressant, l'idée de presque d'ironie, d'essayer de se rapprocher le plus possible pour dire un peu on ne l'aura jamais, on l'atteindra jamais, cette vérité. C'est intéressant. Non, mais c'est sûr, mais c'est parce que je trouve que vous avez des chemins. Bon, moi j'avais l'impression, en tout cas, mais j'étais naïve, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait une certaine vérité que vous cherchiez là-dedans, que malgré ce qu'il dit Pierre, il y a un effet de vérité à avoir tous les bons, ces effets-là. Puis de la même façon, je pensais à Jennifer et toi, Marie-Pierre, vous étiez dans... Vous cherchez... Peu importe le décor, tu sais, ça pourrait être... Le décor peut être n'importe comment, à la limite, mais ce qui est important, c'est que le cri, la parole, l'impression, l'atmosphère, tout à coup... Ce qui est important, c'est de le recréer exactement comme de votre souvenir dans votre livre. J'avais cette impression-là. Mais même, mais oui, ça me fait juste penser à l'idée de... C'est pas nécessairement une vérité factuelle. Tu sais, moi, si je cherchais une vérité dans l'écriture, c'était vraiment de la vérité de la représentation. Oui. Représenter cet univers-là tel qu'il a été ressenti et vécu, alors que je pense une vérité factuelle avec... C'est ça, donc je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Vas-y. Ah ben, juste pour dire que moi, j'avais l'impression que j'étais en décalage avec cette vérité-là, justement. Que tout ce que la narratrice vivait dans son corps, c'était un après-coup. Fait que, comme tu dis, effectivement, on était loin du factuel. Ça appartient à un autre temps. C'est juste que... parce que je sais pas, dans le discours de comme vérité et mensonge, c'est très polarisé, puis j'ai l'impression qu'on oublie genre toutes les nuances puis tout ce qui se passe entre les deux. Une espèce de zone grise. Fait que je sais pas où... Je sais pas si c'est de la vérité tant que ça dans mon roman. Il y en a, mais c'est une vérité qui passe par mon corps, puis forcément c'est une traduction parce que... Bien sûr, mais non, mais on s'appuie sur quelque chose alors. Oui. Mais tu sais, comme la question que le journaliste, tu sais, comme est-ce que tu as menti? Parce que, en fait, c'est ça, moi j'ai réalisé que j'étais un peu hypocrite parce que j'utilise le mot vrai dans mon livre là, au début, puis je suis comme, tu sais, puis j'aime pas le mot vérité, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est comme, tu sais, c'est comment les gens, genre, considèrent le vrai, tu sais, c'est comme si c'était plus important que de la fiction ou des mensonges, puis là, ils vont écouter pour de vrai, puis comme, parce que des fois, tu sais, souvent, il y a des choses dans des livres ou n'importe où, c'est comme,
qui sont dites qui sont importantes, puis là, les gens sont genre, ah, mais c'est de la littérature, puis ils se détournent un peu le regard, tu sais, alors que, tu sais, non, tu sais, il faudrait que ce soit considéré des fois, là, je veux dire, pas toute la littérature, mais moi, ce qui m'intéresse du vrai ou de la vérité là-dedans, j'aimerais ça que ce que j'écrive soit considéré comme quelque chose d'aussi, puis je dis pas ça de façon comme, c'est faux l'important, puis blablabla, mais tu sais, je veux que c'est aussi, tu sais, c'est aussi important que quelque chose que comme un article de journal, tu sais, dans le sens comme c'est vrai aussi dans ce sens-là, tu sais. Faut que ce soit, c'est pas genre juste quelque chose, puis là, vous pouvez juste faire comme ah ouais, mais c'était juste un livre, c'est juste un film, je retourne chez nous, je m'en fous, tu sais. C'est un peu plus ça qui va m'intéresser. C'est pas très bien dit, mais. Non, mais c'est bien parce que c'est exactement ce que je pensais de toi. J'ai coché ça, que c'était plutôt. Bon, tu vois, tu me comprends. Moi, je sais que tu me comprends. Bon, c'est des bêtises. Hein. Moi aussi, je peux mentir. Hein. Je sais plus. Je suis où? Bon, les vraies affaires. Qu'est-ce que vous espérez de l'écriture? Quand vous écrivez, vous espérez quoi? Qu'est-ce que tu espères, Pierre? Oui, je te regarde. J'avais fait une blague, j'ai fait les droits d'auteur. Non, parce que je veux pas faire exprès pour rentrer dans le sujet qui était le thème, mais pour moi, c'est le seul moment. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, puis écrire, pour moi, c'est là où j'ai la sensation vraiment d'exister. Je sais, c'est corny un peu parce que c'est le thème, mais c'est vrai, j'ai essayé plein d'affaires, mais c'est quand j'écris où c'est là qu'est mon plaisir, qui est entier, qui est monstrueux, parfois aussi, il y a certaines personnes qui partagent, j'aime ou qui partagent mon quotidien. Ouais. Donc, c'est le moment où je suis entier. Et c'est là où je sens que j'existe. Est-ce que c'est la pulsion de ne pas disparaître, là, pour le coup? Ben oui, bien sûr, parce qu'en plus, il y a cette obsession-là un peu puérile de peut-être mon travail va me survivre, ouais, quelque part. C'est une possibilité. Et, parce que tu parlais des classes sociales tout à l'heure, enfin... Oui. Oui, mais je ne suis pas supposé avoir écrit, moi. Non, mais oui, nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient supposés écrire. Je veux dire, dans le chaîne politique, sociopolitique dans lequel j'ai été élevé, je ne veux pas, ma mère est morte, ça ne dérange pas. Elle me disait, va dans la vaisselle comme tout le monde. C'est ça, quand mon 3e, 4e année est sorti, j'ai dit, j'ai eu une bourse, va dans la vaisselle comme tout le monde. Ça, pour elle, c'était incompréhensible que j'ose trahir ma classe sociale. Et c'est ce que je continue de faire avec ton aide. et enfin. Florence. Mais, surtout Florence. Oui, donc c'est là où je suis. Donc je sais pas, pour vous, c'est la même chose, si vous avez une sensation d'exister pleinement ou plus pleinement en écrivant. Cette idée d'être entier, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis moi, je pense que j'écris vraiment beaucoup aussi pour comprendre. Là. Ça m'aide à comprendre ce que je comprends pas. Mais cette idée de quelque chose d'entier, d'avoir... Ouais, ça me rejoint beaucoup aussi. Ouais. Non, mais oui, mais il y a quelque chose de vouloir placer ces idées, de faire sens du désordre qui, moi, m'habite comme constamment. Il y a quelque chose de très... pas violent, mais c'est pas facile pour moi d'arriver au langage, c'est pas facile de comprendre. Fait qu'il y a quelque chose de... Pour moi, écrire, c'est un travail, mais c'est exigeant physiquement. Il y a vraiment comme des nœuds qui se créent. Quand j'écris, c'est pas... je sais pas, c'est une lutte quasiment, mais là, ça semble... Je vais pas tomber dans une métaphore pourrie de combat ou whatever, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça. C'est pas... Mais en même temps, je me vois pas faire autre chose. Fait qu'il y a comme cette tension-là que je reste là. Parce que j'ai envie de continuer, mais c'est pas une évidence. C'est vraiment pas une évidence. Puis je dois me rappeler que j'ai le droit d'écrire aussi. Ouais. Ouais. Mais pendant que tu écris, là... Ouais. Tu te sens pas un peu... je sais pas... un genre de au-dessus de ton être. Un peu comme... Je sais pas, quelque chose de spirituel, là. Je veux dire, comme c'était, je parle pas très bien allemand, Uberhuman. Ouais. Qui est absolument étourdissant. Ouais.
suis juste moi. Je sais pas parce que j'ai pas un horaire d'écriture qui est très déterminé. Ça fait juste comme. C'est ça aussi, je me dis, j'ai un ami que lui, c'est le matin, puis c'est comme il fait que ça. Tu sais, moi, je peux écrire, mais en même temps, je peux lire un autre truc. Tu sais, je suis vraiment comme multifonctionnelle quand j'écris. Je suis vraiment pas à mon truc. Fait que je sais pas si ça m'empêche de me dégager de mon corps ou de. Je suis comme très dans le quotidien, même quand j'écris, je fais comme 2 trucs en même temps. Ouais, moi, c'est comme le contraire. Mais ouais, je pense qu'il y a du monde qui est comme. J'ai entendu les 2 affaires, tu sais, du monde sont comme moi, je suis au-dessus. Moi, je suis vraiment comme en dedans, puis c'est comme un jeu vidéo à première personne, tu sais, dans le fond. Tu sais, puis ouais, non, au contraire, c'est très confrontant à cause de ça, parce que c'est comme, justement, ça rajoute des fois à ce qui, au quotidien, peut être déjà comme... Plus lourd. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, j'ai pas... mais peut-être ça va évoluer, tu sais, comme c'est ça, je sais pas. Mais pour l'instant... Est-ce que c'est la même chose d'écrire un 2e livre ou un premier ou un 8e? Est-ce que c'est la même chose? Je pense, je sais pas. Un 8e, qu'est-ce que t'en parles? Non, c'est pas la même chose parce qu'il y a des choses qui tu sais, c'est aussi, pour moi, en tout cas, de comme savoir qu'il y a comme un espace pour accueillir le truc, même si je n'étais pas 100% sûr, là, tu sais, comme, ça change quand même beaucoup d'affaires, tu sais, ça décomplexifie le processus, puis soi-même, son rapport à... Fait que, ouais. Fait que sinon, c'est pas la même chose. Puis j'imagine de voir, je sais pas, Pierre, toi, t'es rendu à combien? De roman, je suis rendu à 8. Bon, c'est ça. Ah, bon. Toi, tu peux plus répondre. C'est étrange parce que j'arrive même pas à voir la différence, à comparer. Je peux dire que la déprime est moins forte. Peut-être que personne n'est pareil. Là. Ouais. Peut-être c'est juste moi. La grosse déprime, une fois que c'est publié, puis là... Puis même, il y a des chroniques ou des critiques qui sortent, puis qu'elles soient même bonnes, pas bonnes, pas bonnes, oui aussi, mais il y a une déprime qui dit après ça sert à rien, et tu n'as rien devant toi. Et avec le temps, quand tu es rendu avec plusieurs livres, tu fais comme... Calme-toi, prends ta drogue. Non, calme-toi, tu sais, ça va revenir, puis ça te donne une certaine vaillance, là, un certain courage, c'est la seule chose, c'est la seule différence. Puis il n'y a pas d'ennui qui s'installe, puis il n'y a pas de... Mais il n'y a pas aussi non plus cette sensation d'être meilleur que... Ouais, ça arrive pas le moment de plénitude ou... Non, l'action de j'avais pas de l'action de grâce, le moment de grâce, je veux dire. L'action de grâce, peut-être. C'est le titre de saison. Il n'y a pas de moment de grâce perpétuel dans lesquels tu me dis hey, ça va bien mes affaires, j'ai la petite poule à répondre. Non, Mais c'est intéressant cette idée de déprime. Est-ce que c'est par peur que l'écriture ne revienne pas? Oui, c'est par peur de ne pas être pertinent. Peut-être que je me la barre trop haute pour moi, là, mais pour moi, il faut être pertinent. Je ne peux pas juste écrire pour moi pour dire quelque chose. J'ai de la misère à... Ça fait depuis 2000... Ça fait 2 ans que j'ai publié. J'arrive pas à écrire puis, parce que j'ai rien à dire. Mais ça, c'est peut-être ma façon de travailler, là, que j'ai besoin d'avoir quelque chose à dire. Nikita Zimichuk, j'avais quelque chose à dire, puis tous les autres aussi. Donc, c'est juste ça qui et quand la déprime te pogne, puis tu me dis, bon, qu'est-ce que j'ai de si intéressant que ça à dire? Qui suis-je? Mais, à un moment donné, tu lis. Tu lis ce qui se dit, ce qui se fait ailleurs aussi, tu dis, ben, coudonc. Quand on se compare, on se console. Je prends beaucoup de place, là, je veux pas... Non, non, mais Marie-Pierre, avant, tu dis dans ton essai, tu as cette phrase que je trouve très forte, c'est « Je pensais qu'après Chienne, j'en aurais fini d'écrire sur sa violence. Sur la violence, pardon, c'était surestimer mon livre. » Oui, je pensais que ça prendrait un roman pour régler le problème des traumas de l'enfance, ouais. Puis de la violence du père, tu sais. Puis quand j'ai commencé à écrire l'essai, j'avais encore la même pulsion de vouloir dénoncer, de vouloir parler. J'avais l'impression que j'avais encore tellement de choses à dire. Je pensais que j'avais cette espèce d'impression qu'une fois qu'il serait donné à lire, qu'il serait lu, que je pourrais passer à autre chose, que j'aurais épuisé cette source-là de colère et de...
Puis finalement, quand j'ai commencé à écrire l'essai, je me dis « Ah non, c'est pas le dernier livre sur mon père. » Puis, ouais. Il n'y a pas comme une genre de fonction du carottage, maintenant, que faut que tu vas plus profond, puis à un moment donné, tu vas plus profond, tu as peut-être déblayé un terrain, puis tu sens que tu peux aller plus loin. Ouais, peut-être aussi, ouais, c'est intéressant. Puis l'essai aussi, c'était une autre forme. Fait que j'avais l'impression aussi qu'il y avait autre chose à dire dans cette autre forme-là, qui donne un peu moins de liberté parce qu'on n'est pas dans la littérature à proprement parler, même s'il y a de la fiction, puis tout ça, mais s'il y a une forme d'autorité qui se crée dans ce jeu-là, qu'il n'y a pas dans la littérature, parce que là, c'est un jeu, c'est l'autorité de la narratrice, donc on est déjà dans les procédés littéraires. Puis ce jeu-là, dans l'essai, je voulais une forme d'authenticité qui ne passerait pas par la justesse nécessairement de l'image, par exemple, mais une forme d'authenticité où je pouvais finir le livre puis me dire « Ok, je suis là-dedans, je suis d'accord avec tout ce que je dis, je le tiens, je le porte. Si je devais le défendre, je serais capable de le défendre. Si on me disait que c'est mauvais, je dirais oui, c'est sûr que c'est mauvais, je m'excuse, je n'aurais pas dû l'écrire. Parce que j'ai comme toujours pris entre ces deux tensions-là. Mais si c'était un homme vraiment détestable qui me disait que c'est pas bon, là, je serais capable de le défendre. Là, je le tiendrais, ce livre-là. Mais c'est ça, puis ça m'a permis d'être dans une autre forme, de parler d'autres choses. Donc, c'est pas nécessairement que c'est ça. C'est comme j'en avais pas terminé. Mais cette autre forme-là m'a montré qu'il y avait autre chose à dire aussi autrement. Puis, fait que je continue le travail en cherchant les bonnes formes pour les choses que j'ai à dire quand ça surgit, je pense. Non. Moi, je pense qu'il y a des sujets inépuisables. Comme je pense pas que je vais en sortir de la mer. Non, je pense pas. Mais Non. moi, non, c'est ça. Je suis dans le marbre. Mais. Non, mais il y a des deuils qui se font pas. Puis je pense que c'en est un. Puis c'est correct d'y revenir. T'sais. Moi, Christine Angot, il y a tellement de femmes qui reviennent tout le temps, constamment au même sujet. Puis c'est correct de répéter, c'est correct de reformuler. Puis. Il y a Paul Cézanne aussi, qui a toujours pas Non, mais oui, non, c'est ça. Puis c'est un motif qui gagne en force à chaque fois, mais c'est correct d'être hanté, tu sais. Je pense qu'on peut vivre avec ces fantômes-là, mais... Ouais. Mais à un moment, il n'y a pas si longtemps, tu devais me parler de ton prochain projet, puis... Ouais, c'est... Ouais. On en reparlera, ouais, c'est pas là maintenant. Non, pas tout de suite. Non, mais je sais que tu as plein de projets et tout ça, mais bon... De ça, de la mer, on peut se reparler de la mer, hein, je t'écouterai avec grand plaisir. On ira prendre un café. Est-ce que les livres non écrits vous réveillent la nuit? Que vous n'avez pas écrit, le livre que tu n'écris pas en ce moment? Je pensais que ça va être de moi, t'as tes livres que t'as pas écrits, c'est ça? Non, toi, l'emprise. Non, pas du tout. Non. Comme j'ai dit, je suis un peu froid, moi, quand ça arrive à ces choses-là. Pour moi, c'est un projet littéraire, puis... Mais là, tu disais tout à l'heure, oui, j'ai pas écrit là parce que j'ai pas encore quelque chose. Ça t'empêche pas de dormir? Il y a du vin blanc. Non, mais ça me torture pas plus que ça. Mais je suis quelqu'un qui dort bien. Donc, c'est une drôle. C'est ça l'affaire. La question est un peu. Un peu mauvaise, quoi. Quand j'ai des problèmes, je dors très bien. Fait que c'est quand ça va bien que je dors mal. Parce que là, je veux écrire, là, je veux pas dormir, je veux aller devant mon ordinateur, puis je me retiens parce que je considère qu'il faut écrire juste quand c'est urgent, puis que ça sort. Il faut que ça sorte absolument. Là. Donc, faut se retenir. Ben, j'en parlais avec Bertrand Laverdure l'autre fois, là, dans un des livres, je disais, moi, je suis un écrivain rien. Donc, tu sais, je retiens là, pleinement, puis pour moi, c'est là, il faut que ça soit urgent. C'est pas urgent, mais quand j'ai le goût d'écrire, puis justement, je m'arrête pour ne pas le faire, parce que je ne veux pas le faire trop, parce que je me méfie de dire, moi, je suis génial. Puis je pars, donc c'est pour ça que je me retiens. Là, je dors pas. Ça va bien. Je suis en pleine période créatrice. Mais quand je suis torturé, puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas quoi écrire, puis ça, pendant le jour, c'est pas beau. Mais je me couche le soir, c'est quand je suis comme un ange. Donc, je sais pas. Et toi, Julien, comme un ange aussi? Dormir en général? Comme un ange. Non, j'ai tout ça de Bengale, écrit tout le temps, fait que non, je dors pas bien. Mais sérieusement, ça dépend. Là.
Mais c'est quoi la question? Bon, il n'y en avait pas vraiment. Ok, tu m'as juste... Ouais, non, je disais juste, est-ce que les livres, le livre, là tu viens d'écrire oui, un, le là, livre. mais quand tu... Il est trop tôt, je pense, pour dire. J'ai pas eu encore de page blanche, trucs comme ça, tu sais, je suis quand même... Fait que c'est pas ça qui me réveille, non. Non, ça vous empêche pas. Peut-être que dans 10 ans, si tu m'as pas revu, tu me reposeras la question. Puis je te dirai, ouais, j'ai plus rien fait, ça me fait chier. Ouais, c'est pas Non, mais parce que je parlais avec une auteure de chez nous qui malheureusement est plus là, Verena Stéphane, qui, tu sais, à un moment je lui disais, mais c'est comme une malédiction quand même l'écriture. C'est quand t'es prêt avec ça, là, t'es toujours obsédé par ça, tu sais. Que t'écrives, que t'écrives pas, c'est un peu de ça dont je voulais vous faire parler, en fait, de cette malédiction-là. Je voulais que ça vous réveille la nuit, mais visiblement, non. Ça marche pas. Il y a d'autres choses qui nous réveillent la nuit. Oui, non, mais je veux pas vous poser des questions trop personnelles. Me là. connaissant, ça se peut que là, t'aies planté ça dans ma tête, puis que maintenant, ça soit un problème. J'y avais pas pensé avant, mais là, c'est Désolée. c'est correct. Je t'appelle. Mais j'avoue que moi, je me sens quand même coupable quand je suis pas. Tu sais, ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais je me sens coupable quand je suis pas dans un projet d'écriture. Vraiment, puis quand je sais que j'ai un livre que je veux écrire, que j'ai une idée ou que je suis en train de se penser, puis comme chaque jour qui passe que je suis pas en train d'écrire, je me dis est-ce que je suis en train de procrastiner, est-ce que c'est juste parce que ça me tente pas, est-ce que c'est juste que je suis libre et je fais ce que je veux de mon temps. Mais c'est quand même, ça m'habite vraiment beaucoup, puis comme j'ai l'impression que je dois me rendre des comptes à moi-même sur pourquoi t'es pas en train d'écrire. Puis quand je le commence, là, j'ai un grand sentiment de soulagement parce que j'ai commencé à écrire mon prochain roman, tu sais, puis cette semaine. Puis j'ai vraiment ressenti un grand sentiment de soulagement. J'étais comme, ok, je savais que si j'ai pas perdu l'écriture, je peux y retourner, puis là, je vais être obsédée par le projet que je suis en train d'écrire, mais comme pendant 6 mois avant, j'étais obsédée par le projet que j'étais pas en train d'écrire. Fait que je comprends ta question vraiment bien. Merci. C'est vraiment, je suis comme, ouais, ça m'empêche de dormir. Mais moi aussi, mais moi c'était... Ben là, j'ai traversé une dépression majeure, ben, c'était l'idée de perdre ce langage-là, puis tout le monde me disait non, mais l'écriture va rester, l'écriture est près de toi, tu la perds pas, mais comme c'était vraiment difficile d'y accéder, tu sais, tout devenait plus glissant, puis je sais pas, fait que oui, il y avait une culpabilité aussi de comme pas s'y mettre, de pas être capable de mettre en mots ce que je voulais mettre en mots, je sais pas, il y avait... Fait que ouais, c'est cette culpabilité-là aussi. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a aussi une pression, on vit dans une société de production? Ouais. Les éditeurs et tout. Oui, en général, que si l'on ne produit pas, on n'existe pas. Ouais. Voilà, rap, c'est fini. Non, mais ouais. Ben, Annie Ernaux a dit quelque chose comme, à un moment dans une entrevue, il me semble qu'elle disait quelque chose comme une journée sans écrire, c'est une journée perdue. Ouais. Tu te rappelles de Oui. ça? Est-ce que vous trouvez que c'est outrancier? Mais je pense qu'on écrit de plusieurs manières. Tu sais, je sais pas, moi, quand je me promène, j'ai J'ai envie l'impression... de dire outrancier. Ouais, c'est... Bravo. Non, mais j'ai l'impression que quand je me promène, j'écris d'une certaine manière. Comme je pense qu'on est tout le temps... Là, c'est encore cliché, ce que je veux dire. Mais on est comme tout le temps en écriture, peut-être plus qu'on écrit. Comme concrètement. Quand je lis, j'ai l'impression d'écrire dans la marge. Fait que je sais pas à quel point, quelle définition on donne à l'écriture. Puis quel cadre, dans quoi on l'enferme. J'ai l'impression que c'est partout. Oui, parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tellement de réflexions, des fois en amont d'un livre, que chaque journée, je pense que ça me consolerait qu'on me dise que chaque journée où j'écris pas va me servir à l'écriture, que de me dire que j'ai perdu une journée, parce que sinon j'aurais tellement de journées perdues dans mon existence, mais j'ai pas écrit. Fait que je préfère me dire chaque journée où j'écris pas est une journée où j'y réfléchis, j'y pense, ça m'habite, même quand j'y pense pas, c'est dans mes arrières, tu sais, c'est au fond de moi. Fait que c'est chaque journée qui passe, on n'écrit pas, nous rapproche de l'écriture peut-être. Je préférais dire comme ça, sinon... Ouais, moi, j'aime beaucoup Annie Ernaux, mais je trouve que c'est trop gros comme statement. Je suis pas d'accord. Ouais. Mais c'est qu'on vit dans le monde qu'on vit aussi. Je sais pas, elle peut gagner sa vie de ça. Oui, non. il y a d'autres obligations. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ouais. Je suis peut-être trop froid, là. Non. Je une influence. Je suis très influençable. Aussi, je trouve que c'est une belle formule. Mais... Oui. Je trouve qu'elle est juste belle pour être belle, cette formule-là. Oui. Pas besoin d'écrire tous les jours. Il faut se nourrir, il faut vivre. Oui, il y a des conditions matérielles à l'écriture, c'est ça. C'est oui. pas... Puis rien faire. C'est très bien rien faire. Oui. Ouais, je trouve ça très très bien. Même pas lire, c'est comme...
Rien. Bon, je vais au gym, c'est comment je fais tout. Mais, non, mais ne pas écrire. Il y a des gens qui le feraient moins. Moi, j'ai toujours dit, je devrais avoir des bourses au Conseil des arts du Québec ou du Canada. Tu fais ta demande. Je promets de ne pas écrire pendant la prochaine année. Puis donne ta bourse. Pour dire, puis vérifie que tu n'écris pas. Ah, mais peut-être des bourses de 3 mois, comme ça sera bien. Oui. On pourrait faire ça pour tout le monde. Ouais. C'est une bonne suggestion. Je suis sûr qu'ils vont prendre ça en considération. Ouais. Ben, en tout cas, c'est ouvert. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous auriez un commentaire? Vous pourriez un petit commentaire de rien, là, que nous on parle, comme une pièce, Poli. une piécette, un truc poli. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de générationnel différent dans le rapport à l'écriture ou le pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait les choses différemment? Donc, la table est divisée. Il y a 4 générations, là, à cette table. Ben, de générationnel par rapport à quoi? Je veux Je dire, sais pas si le rapport à l'écriture, le rapport à pourquoi on... Ben, Qu'est-ce que c'est? ben, je peux, parce que je prends beaucoup. Donc, je pense que oui, il y a aussi la fonction générationnelle, la fonction de classe sociale aussi. C'est un peu mon mantra de classe sociale. Mais générationnel, sûrement, parce que moi, j'ai une génération qui est différente. La littérature, c'était pas pour moi. Je ne vais pas me plaindre encore, là, mais c'est vrai que moi, on me poussait pas à lire parce qu'on me disait, tu lis pour pouvoir bien comprendre les ordres de ton patron. C'était fonctionnel, strictement fonctionnel. Il n'y avait aucun loisir là-dedans, aucun plaisir. Si tu commençais à trouver du plaisir dans une lecture, tu attends de changer de livre. Donc, les générations qui m'ont suivi au Québec, je pense qu'ils ont été favorisées de ce côté-là. Vous étiez plus encouragés, j'imagine. Enfin, Jennifer, je crois pas. Non. Je Tellement, non. pense pas du tout. Non. Mais je sais pas, c'est dans mon Puis imaginaire. Marie-Pierre, ben, Il y avait beaucoup de romans chez moi. Oui, c'est vrai. Non, je sais, mais... Ouais. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai l'impression d'avoir comme un peu une existence archaïque. Genre, justement, d'être comme inscrite dans une autre époque, peut-être. Puis ça doit être la pauvreté qu'il y avait chez moi. Puis aussi l'enjeu de la langue. Tu sais, ma mère qui parlait pas tant français. Puis qui était beaucoup... qui dévorait des séries, genre, américaines chez moi. Fait que c'était une autre culture, tu sais, mais on n'était pas dans le livre du tout. Fait que je sais pas comment je suis arrivée à l'écriture, c'est un peu par hasard, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, on est des accidents. Ouais, c'est beau, j'aime ça. Ouais. Mais même la question de la classe sociale est intéressante parce que nous, même s'il y avait beaucoup de livres dans ma maison, j'avais pas de temps de lecture à la maison, donc il fallait s'occuper, on travaillait, Ouais. puis on devait s'occuper des tâches ménagères, puis je m'occupais des enfants les plus jeunes. Donc c'était à l'école, je me souviens que la professeure donnait la consigne d'ouvrir le cahier à la page 5, je me dépêchais pour sortir, puis le temps que tout le reste de la classe ouvre leur cahier à la page 5, j'avais le temps de lire 3 pages du livre. Puis c'est l'école aussi qui s'est amené à la première fois à la bibliothèque municipale, qui nous avait fait faire une carte, on avait sorti à la bibliothèque, donc mon rapport quand même était très, très scolaire. Là. C'est vraiment l'école qui avait des défis de lecture, celui qui lisait le plus, puis là, moi je prenais ces défis-là tellement à cœur. Dans les pauses, je lisais, puis... Donc c'est vraiment plus à l'école là, que peut-être que c'est ça qui a changé là, dans le milieu académique, je sais pas. Moi, à ma maison, je suis dans un milieu plus classe moyenne, fait que ma mère, elle m'a beaucoup poussé à lire puis à créer aussi. Fait que c'était... je pense que ça vient de là, beaucoup, de savoir que ça existe puis que je peux utiliser ça. Fait que c'est sûr que peut-être plus c'est ça, la classe sociale ou des trucs comme ça, que la génération doit changer beaucoup ces questions-là. Parce qu'après, peu importe l'âge, tout le monde il y a plusieurs réalités différentes que ça, mais je ne saurais dire pour l'âge parce que je pense que je suis trop jeune pour savoir. Il y a l'expérience aussi. Il y a une différence. Écrire 10 livres, 8 romans, mais ça fait une différence. Ça donne un poids quand même, une assurance peut-être que vous allez acquérir. Yes! Je vous le garantis. Toi, tu veux répondre? À quoi? C'est moi qui fais les intros. Ah, ok. Ah, ouais. Je peux répondre à tout ce que vous avez comme question, par exemple, avec grand plaisir. Je vois une main. Oui.
je suis un peu restée accrochée sur le concept de vérité. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez ça plus facile d'écrire sur ce que vous considérez être la vérité? Ah, pas la première fois. Mais non. Moi, j'écris sur ce que je connais plus que ce... Parce que je sais pas... ouais. Fait que, tu sais, puis j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas le coup. Puis je pense que, tu sais, comme j'ai pas besoin d'écrire sur des trucs que je connais pas, d'autres gens peuvent le faire, tu sais. Puis il y a plusieurs choses super pertinentes que je connais pas, mais je me sens pas placé pour en parler, tu sais. Fait que, ouais, en ce sens-là, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais moi, je parle plus de ma vérité. De toute façon, c'est pas vraiment la vérité, j'imagine. C'est mon interprétation de la vérité, de ce qu'on me présente comme étant la vérité. Puis je joue avec, là. Mais je sais très bien que on n'est pas loin du mensonge organisé, disons. Bien organisé. C'est comme une démangeaison, la vérité. À un moment, il faut que tu l'écrives. Tu as besoin de l'écrire pour te sortir de cette démangeaison-là. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que ça pense, toi? Oui, je suis assez d'accord avec cette idée de démangeaison. Il faut l'écrire pour passer à autre chose, quitte à l'enlever du livre après. Mais des fois, pour l'écrire, c'est comme... Il y a des nécessités intimes là, dans l'écriture. Peut-être que ça se rapproche de cette idée de démangeaison. C'est comme une béquille, de toute façon. La vérité, c'est pas que ça donne pas plus de poids à ton écrit, pas du tout, mais à un moment, t'en passes par là. Oui, mais parce que... Quelque chose que tu voulais raconter à tout prix, quoi. Comme j'ai beaucoup plus d'expérience, les premiers livres que j'écris se passent au Brésil, c'est des personnages brésiliens. J'étais jamais allé au Brésil. Quand j'en ai, tu sais, vérité, tout était archi faux, là. Puis après ça, les gens me disent, ça paraît que t'es allé au Brésil. Non! C'est de créer une vérité, je pense, plus que de se coller à une vérité. C'est peut-être plus près de ma vérité, c'est ça. C'est de créer une vérité. Et tromper les gens avec. Je peux me tromper. Sûrement, mais tu peux, bien sûr, tu as le droit de te tromper, bien sûr. Mais je sais pas ce qu'on fait de cette affaire-là, de la vérité, mais en fait, c'est quelque chose quand même un peu encombrant. Ouais. Il faut qu'on décide de faire quelque chose avec ou sans, quoi. Oui, mais comme les Anglais, je trouve que c'est overrated, la vérité. C'est surévalué, la vérité. On donne beaucoup d'importance à la vérité. Moi, je trouve que le mensonge, ça peut être très, très charmant. Moi, je me demande si on passe pas à côté de quelque chose, si en lisant les livres, on cherche cette vérité-là, ou on s'y accroche, ou... Puis même moi, en écrivant, c'était inconfortable, parce que je savais pas je me situais où par rapport à cette vérité-là. Il y avait comme... J'ai l'impression d'écrire sans avoir de certitude réelle. Fait que je sais pas où je me placerais par rapport à cette vérité-là. Ben moi, je suis un peu simpliste, parce que j'ai l'impression de la ressentir beaucoup, la vérité de certains textes, de certaines phrases, de cette importance-là. J'ai l'impression de la ressentir très très fort. Sans que ça soit obligatoire du tout, mais je le ressens, moi, l'effet de vérité. Je sais pas vous, là, mais peut-être pas. Je pense qu'il faudrait définir vérité, parce que je pense qu'on parle de ce mot-là depuis tantôt, mais il faudrait un dictionnaire, là. Je sais pas... L'étymologie, là, c'est quoi? La prochaine fois, enfin. C'est ça. Ça sert à quoi, la vérité? Je me demande, est-ce que c'est pas un sentiment de proximité? C'est la vérité. Ouais. Un sentiment d'être proche de quelque chose qu'on connaît ou qui résonne. En fait, quand tu parlais de la vérité que tu ressens très fort, je me demandais si c'était pas ça. Ah non, pas du tout. Pas pour moi, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Julien, moi je suis complètement contre. Là, je le ressens pas du tout comme ça. Vouloir écrire des histoires qu'on connaît de près ou tout ça, je trouve pas ça du tout nécessaire. Je pense pas que c'est pas ce que je voulais dire. Oui. C'est dans le sens de quelque chose, l'impression de vérité, quelque chose nous semble réel, c'est dans ce sens-là que je voulais dire nous semble proche. Comme
En tant que Ah, ça, c'est lectrice, vrai. hein. Parce que je le. Ouais, je comprends comme, Sans toi comme un. Ouais, comme ça existe. existe. Tu sais, je connais cette existence de cette chose-là, donc elle est vraie. ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une interprétation de quelque chose là-dedans? Sûrement. Mhm. Mhm. Ouais, parce que sinon, comment tu sais, tu sais. Mais j'aime beaucoup le mot proximité que tu as employé. Je pense que c'est ça. On touche à quelque chose. C'est l'idée de s'approcher peut-être de quelque chose. Mais... Ouais. Bon, il va y avoir beaucoup de conférences sur la vérité. Oui, la parce que proximité. c'est pas réglé. Peut-être que j'ajouterais une question s'il n'y a pas. S'il n'y en a pas d'autres, est-ce que vous êtes dans le roman, est-ce que vous écrivez des romans par choix? Est-ce que vous pensez que le genre vous choisit? Comment vous vous situez par rapport à la forme qui est la vôtre? Est-ce que c'est tu es dans l'essai aussi, mais est-ce que c'est la seule? Est-ce que... Ben, j'ai l'impression que je pourrais pas inventer, je pourrais pas être dans la fiction totalement. J'y arriverais pas. Comme justement ce rapport-là de proximité est comme trop important pour moi pour me tout réinventer. Je sais pas, il y a quelque chose de... Ouais, l'autofiction, c'est une forme qui me convient, puis c'est peut-être la forme qui est venue me chercher, mais c'est aussi une forme dans laquelle je suis confortable. De mon côté, c'est l'endroit. Premièrement, j'aime beaucoup la langue française. J'aurais pu faire de la poésie aussi. Mais j'ai préféré le roman parce que c'est l'endroit où c'est le domaine où je sens que je suis en plein contrôle de tout un univers qui n'est pas le mien. C'est pas mon univers autour de moi. Moi, je sors, comme je dis, je parle de n'importe quoi sauf moi-même. Puis là, je crée un monde sur lequel c'est comme un jeu où je peux tout construire, je peux tout faire, je peux les envoyer sur la Lune. C'est ça qui, moi, m'a beaucoup... c'est cette jonction-là de le contrôle sur un univers complètement comme divin, là, et en même temps de devoir le faire en se servant de la langue pour tromper les lectrices et les lecteurs, puis les convaincre que ce qu'ils lisent, c'est possible. Tu sais. J'ai l'impression que c'est une question de la justesse de la forme par rapport au propos. Fait que c'est vraiment tel propos, des fois, demande telle forme, puis quelque chose d'un peu incontrôlable là-dedans. Puis si tu veux écrire le texte le plus juste possible, il doit avoir une adéquation ou quelque chose de vraiment très organique entre la forme qui est sélectionnée, le propos, ce qu'on a à dire. Fait que je pense que c'est comme ça que je l'articule, la question de la justesse. Faut toujours revenir à la justesse dans l'écriture. Moi, je me vois pas particulièrement comme quelqu'un qui fait du roman, en fait. Je pense que mon premier livre, c'est effectivement finalement un roman, mais comme maintenant, je pense qu'on est de plus en plus de personnes aussi qui essaient de, qui sont comme, on fait des trucs un peu hybrides entre le roman, l'essai, tout ça, puis c'est quasiment rendu un lieu commun aussi, tu sais. Puis, en fait, je me pose pas la question, je veux juste que ce soit, comme tu dis, juste, ou que ça se tienne comme forme, puis après, c'est à Olga, Florence de marketer ça, de l'éditer. C'est quoi? C'est Alice surtout, en fait. Fait que c'est ça, ouais. Florence? Je vais. Dans le fond, je pensais à ce que nous faisions tous ensemble dans la maison d'édition. C'est quoi le roman? De toute façon, pour nous aussi, c'est un territoire très vaste. C'est sûr, mais ça permet d'emballer, d'enrober dans quelque chose d'un peu grand. Ça permet d'aller dans les plus beaux rayons, les librairies, puis tout ça. Ben, c'est pas vrai? On peut mettre toutes sortes de choses dans le roman. C'est très inclusif, le roman. C'est particulièrement inclusif. On est bien ensemble, hein, mais peut-être que
Une autre question? Là, c'est en train de devenir bizarre. Je me demandais juste par rapport à la publication du livre, est-ce que ça pouvait exister justement ou au contraire disparaître dans le regard des autres, puis dans l'appropriation des fois peut-être que les gens font de textes, surtout des textes autofictionnels? Ben, moi, ben, j'ai vécu la publication de mon livre. Après, c'était la pandémie, fait qu'il y avait un sentiment vraiment de solitude. Puis j'ai eu le réflexe de vouloir disparaître après la publication de mon livre, mais je pense pas que c'est peut-être pas lié au livre, là. Mais le fait d'exister publiquement, c'était difficile. Je sais pas, il y avait quelque chose du lâcher-prise que j'ai plus ou moins bien maîtrisé, peut-être aussi. L'idée que le livre soudainement devenait immatériel parce que je le laissais aller. Je sais pas, il y avait... Ouais. Fait que je sais pas si ça m'a fait exister, juste mais ouais. J'ai l'impression que moi, ça m'a fait entrer dans une communauté, là, vraiment, parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'auteurs et d'autrices bien installés dans le milieu pour me dire qu'il y avait mon livre. Soudain, j'ai comme eu l'impression vraiment qu'on m'accueillait vraiment bien dans le milieu littéraire au Québec. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus surprise, à laquelle je m'attendais absolument pas par la publication, ce contact-là humain. Le salon du livre qui nous fait rencontrer des lecteurs, des lectrices, d'autres auteurs, d'autres autrices. J'ai l'impression que ça m'a fait exister par la dimension humaine, parce qu'on est tellement seul quand on écrit, il y a tellement de grande solitude. Là, soudain, j'étais catapultée, juste la rencontre avec Olga dans la maison d'édition, l'équipe d'Héliotrope qui est extraordinaire. Tout ça, pour moi, les autres écrivains de la place, de lire leur roman, puis de vraiment, j'ai eu l'impression de soudain avoir comme une communauté. Ça m'a vraiment profondément touchée, puis c'est une des raisons qui malgré l'angoisse et l'anxiété de la publication qui impliquait beaucoup d'enjeux personnels pour moi, il y avait une grande joie par rapport à ça. Puis si ça m'a fait exister, c'est dans cette mesure-là, l'impression d'être vraiment moins seule. Moi, j'ai comme eu... ben, j'étais content que tu dises ça tantôt, Pierre, parce que j'étais comme, OK, ouais, c'est normal un peu. Parce que moi, j'ai vraiment eu un gros crash après... puis je me suis mis à faire un peu, tu sais, comme j'ai eu, en tout cas, faire un peu n'importe quoi. Parce que j'ai eu un gros down, mais tu sais, puis là, j'étais quand même dans ma vie, je suis tout le temps comme ça, tu sais, je suis quelqu'un qui accroche à quelque chose, je suis super puis à un moment donné, ça... Mais, fait que, tu sais, là, fait que ça m'a comme aussi fait comprendre, des fois, peut-être ce que j'essayais d'aller chercher là-dedans qui n'avait pas rapport, tu sais, justement, qui était comme, peut-être la reconnaissance, des trucs comme ça, tu sais, qui sont moins simples, de toute façon, tu ne trouveras pas là-dedans, puis tu vas tout le temps insatisfait si tu cherches ça, tu sais. Mais sinon, ouais, ce qui est cool, c'est ça. Tu rentres tu rencontres des gens que tu connaisserais pas sinon, puis tu te crées des affinités aussi ou pas. Puis ça aide à se situer, tu sais, après, puis ça rend... moi, ça devient comme que, tu sais, justement, je cherche plus ma place dans le paysage littéraire. C'est un gros privilège, j'imagine, quand t'écris, ça va un peu de soi, je suis comme, ok, je vais pouvoir, j'ai ces gens-là qui comprennent ce que je fais, tu sais, puis ça va, tu sais. Puis après, je peux me concentrer plus sur ce qui est comme de l'écriture, tu sais. Oh, ben, moi, personnellement, quand un livre est publié, je vis ça un peu comme un deuil. Pour moi, c'est exactement ça. Puis, je l'ai écrit quelque part dans un autre livre, là. Même quand quelqu'un vient me dire « Ah, j'ai lu ton livre, je trouve ça... » Tu sais, disons qu'il est fin, là. Puis il me dit « Ah, j'ai aimé ça, c'était bon, t'as écrit un beau livre, tout ça. » J'ai cette tristesse-là qui me vient, comme si tu perds un enfant, puis quelqu'un me dit « Ah, il y avait tes yeux. » C'est un peu la même chose. Tu fais un compliment, mais en même temps, il parle de quelque chose que tu ne peux plus toucher, tu ne peux plus l'améliorer, tu ne peux rien faire. Puis là, s'il dit c'est pas bon en plus, c'est encore pire. Tu peux pas l'améliorer. Mais non, pour moi, je vis ça comme un deuil. Puis j'essaie de me détacher toujours de ce que j'ai écrit, puis de y penser. Ce que je fais pas ce soir. Mais c'est mon travail, c'est bien aussi. Mais c'est comme ça que je le vis. C'est pas une période. C'est pour ça que je pogne un down. C'est comme un deuil. C'est fini. Donc, une histoire d'amour terminée, c'est la même chose. Ouais, c'est mieux qu'avec la métaphore de l'enfant mort, là, parce que... Mais bon, cette fierté-là qui vient, tu sais, que ça a l'air, c'est peut-être une fierté en même temps. C'est ça.
OK. Non, mais le deuil amoureux, c'est bon. OK. Calibrer mieux la prochaine fois. Non, mais c'est toi qui choisis tes métaphores. Non, mais moi, je suis absolument d'accord avec ce fait-là, là, que c'est dur d'avoir fini un livre, c'est sûr. Il y a quelque chose de fini, quoi. Pas comme un enfant mort, mais... Est-ce que, un peu pour continuer, là, est-ce que ça vous arrive de relire ce que vous avez, ce qui est fini, comme pour voir si vous êtes encore là ou s'il y a encore un lien avec... Ce qui est publié? Oui, c'est ça. Quand c'est fini, c'est parti, est-ce que des fois, anxieusement, vous retournez voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? En cachette. Ou vous tournez là-dedans? Je vais être sûr de comprendre. Une fois que c'est publié, oui. que les éditrices sont passées... Oui. 1 an, 2 ans plus tard. Ça m'arrive. J'aimerais ça dire non. C'est pas très sympathique, là. Mais des fois, pas tous. Il y en a qui me font... Je vais voir ceux qui me font rire. Il y en a un qui me fait rire. C'est pas une curiosité de choc, là. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Catastrophe. Puis parfois, je vais le lire, puis je le trouve drôle. Je dis, ah, Pierre, t'es capable d'être drôle des fois. Donc, mais en général, non. Parce que je voudrais rire. Donc, nous autres, c'était relu, toi, hein? Moi, j'ai lu une fois. Avant l'événement, c'était pour me préparer pour un événement qui me stressait vraiment beaucoup. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je disais dans cette histoire-là? Puis ça m'a fait un drôle d'effet de le relire. Ça faisait presque 2 ans que j'avais écrit. Ça fait déjà plus que 2 ans qu'il est paru. Puis ça m'avait fait vraiment un drôle d'effet de le lire vraiment dans le livre. Je n'avais pas encore relu vraiment en tenant le livre dans mes mains. Puis ça m'avait vraiment comme quelque chose de tellement loin. J'ai passé tellement de temps à écrire, ça avait été tellement difficile à écrire, tellement comme une épreuve à écrire. Ça m'avait fait un drôle d'effet de dissociation, de détachement. Puis, mais je pense pas que ça serait, je l'ai fait une fois, je pense pas que c'est une habitude que j'aurais d'aller retourner. Je vais plus aller prendre des notes sur le prochain livre. Je suis vraiment, là, j'ai autre chose à dire, puis comment je peux espérer faire mieux. Là. Moi, c'est pas parce que je veux pas, parce que j'avais même pas réalisé que ça pouvait avoir l'air comme pas cool de se relire. Mais j'ai quand même essayé, parce que je pensais en fait que c'était normal de le faire. C'est quoi normal? C'est comme la vérité. C'est lourd. Mais j'ai pas été capable. À chaque fois que j'ai fait, comme à un moment donné, j'étais comment je relire pour comme voir des affaires pour l'autre. Puis à chaque fois, je le finis pas. Je me suis jamais rendu très loin. Je pense que je suis pas encore rendu assez comme, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai pas relu, mais moi j'ai tendance à oublier qu'il existe, là. Fait que j'ai vraiment rapidement oublié qu'il existait. Que c'est ça. Quand je le vois dans ma bibliothèque, je suis comme, ah ben oui. Mais sinon, il y a vraiment un détachement, là. Il existe vraiment hors de moi. Non, je l'ai pas relu. En même temps, pour une dernière chose, c'est que je pense que quand on finit le livre, je sais pas pour vous, mais moi je le connais par cœur. Je l'ai tellement lu, tellement écrit, puis je travaille comme ça. Là, fait que je descends mon texte, je réécris. C'est vraiment comme ça que je descends un texte quand j'écris. Fait qu'à la fin, je pourrais presque le réciter par cœur. Je le connais vraiment bien. Mais il est court aussi. Il est particulièrement court. Oui, il est facile à savoir par cœur aussi parce qu'il est court, tu sais. Mais après, le recul, ça fait étrange parce qu'on oublie, tu sais. On oublie des parties, on oublie des tournures de phrases. Puis là, on est vraiment sur ce recul-là. Je le trouve intéressant même pour l'écriture, tu sais. Pour écrire après. Puis je trouve que c'est quand même... on écoute tout un peu gêné de dire oui, on a vu notre propre travail parce qu'on a l'impression peut-être c'est narcissique, je sais pas trop. Mais je pense que ça peut être utile aussi pour l'écriture d'y retourner avec le détachement, le recul. Un regard beaucoup plus objectif qui est moins dans l'affect. Fait que ça peut être intéressant aussi pour l'écriture. On a l'air moins bizarre. Je me suis sauvée. Il y a des raisons pratiques. Est-ce qu'on s'arrête? Oui. Je pense que oui. Ok, ben merci beaucoup. Merci de votre générosité et tout ça. Merci de votre écoute. Oui,